un peu particulier sur Zoom. Alors évidemment, ce qui nous intéresse ce matin, c'est de creuser avec nos intervenants la pertinence de cet outil de médiation active pour lutter contre le chômage de longue durée. Et effectivement, Isabelle Médou-Marère l'a rappelé tout à l'heure, les chiffres sont assez éloquents. Ce sont les jeunes, les précaires, les plus éloignés de l'emploi qui font souvent les frais des crises. Et là, on a un choc sans précédent. Il suffit de regarder les chiffres du ministère du Travail pour malheureusement s'en convaincre. Donc en fait, on va vraiment savoir si plus que jamais on a besoin de ce type d'outils. Et pour en parler, je suis ravie d'avoir sur Zoom Sébastien Agot, qui est responsable du service des parcours d'accès vers l'emploi à l'unité régionale de la Directe Île-de-France et qui est partie prenante de ce programme de médiation active Sève Emploi. Solveig Grimaud, qui est chercheuse, sociologue à l'IRES, à l'Institut de recherche économique et sociale, et qui est spécialiste de l'accompagnement de ces parcours d'accompagnement vers l'emploi. Et Stéphanie Grécourt, qui est directrice d'établissement à Equalis, une structure d'insertion par l'économie qu'on ne présente plus et qui a directement, si j'ose dire, les mains dans le cambouis et qui nous expliquera comment ça se décline sur le terrain. Je me tourne vers vous, Sébastien Agot. On va évidemment parler de l'intérêt de l'État pour ce programme, quelle est l'originalité, mais surtout, ce qui nous intéresse aussi, c'est peut-être que vous nous fassiez la photographie globale du pacte d'ambition pour l'insertion par l'économique, et dites-nous, par l'activité économique, pardon, et dites-nous en quoi la médiation active s'inscrit dans ce pacte d'ambition. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de participer à ce webinaire sur Save Emploi, qui est en effet un dispositif extrêmement important pour l'État et qui correspond tout à fait, en tout cas, aux ambitions du pacte d'ambition. Donc, le pacte d'ambition, il a été rendu public il y a maintenant un peu plus d'un an, en septembre de 2019. Avec plusieurs objectifs. Et d'abord, en premier lieu, un objectif de croissance, puisqu'il nous faut passer d'un pilotage aujourd'hui, qui était un pilotage un peu de la contrainte, à une stratégie de croissance avec notamment la création de 100 000 postes supplémentaires d'ici 2022, ce qui est quand même extrêmement important. Donc cet objectif de croissance est pleinement assumé et en tout cas prend forme année après année, puisque là on a eu pas plus tard qu'hier les engagements de l'État au niveau du PLF avec une augmentation de 144 millions d'euros au niveau national pour l'année prochaine. Donc, c'est vraiment des enveloppes qui ne sont pas négligeables pour le coup, qui sont extrêmement importantes. Et l'État vraiment place toute sa confiance aujourd'hui dans l'IAE pour résorber le chômage de longue durée. Donc, donc j'étais en train de vous dire que ça prenait forme année après année avec vraiment une augmentation importante des aides au poste pour les aides de cette année. En Île-de-France, on est quand même passé d'un budget global qui était de 80 millions d'euros il y a encore 2 ans, à 104 millions d'euros cette année. C'est quand même une augmentation extrêmement importante et ça va continuer l'année prochaine sur une augmentation toujours de ce niveau-là et assez importante. Et en termes au niveau de l'intérêt de l'État pour Save Emploi, ça correspond tout à fait aux objectifs du pacte d'ambition, puisqu'on est vraiment sur le retour à l'emploi durable et à la baisse du chômage de longue durée. Et le projet qui a fait l'objet d'une expérimentation, on l'a trouvé extrêmement intéressant au niveau de l'État. C'est un projet qui fonctionne bien avec une insertion vraiment, on va dire, de longue durée des bénéficiaires de ce programme et le lien entre les SIAE et les entreprises qui permet d'être approfondi par ce programme.
Donc là, on est vraiment finalement dans la caractérisation de la philosophie du pacte et dans sa mise en œuvre, puisqu'on n'est pas sur un one-shot, mais on est vraiment sur un approfondissement finalement du lien entre l'IAE et entre les entreprises dites classiques, hein, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que pour nous, l'IAE, c'est vraiment on va dire un tremplin vers le monde économique plus classique. Et donc, les liens doivent être vraiment renforcés entre les SIAE et les entreprises plus classiques. Donc, c'est complètement dans la philosophie finalement du pacte et la méthodologie de la médiation active avec la construction de partenariats avec les entreprises. C'est quelque chose qui tient particulièrement à cœur de l'État. Donc voilà, en tout cas, de ce côté-là, je pense que il n'y a aucun doute, c'est quelque chose qui est très important pour l'État, que ça continue de se développer. Donc là, aujourd'hui, on va entrer dans une seconde phase, hein, avec un nouvel appel à projet pour la deuxième phase du programme Save-Emploi. Comme l'a dit Madame Rollin tout à l'heure, on a eu un certain nombre de candidatures. On espère que ça va encore prendre cette année et que ces liens vont permettre aussi voilà, de se développer encore un peu plus grâce à cette deuxième phase du programme. Donc, ce qu'on peut aussi dire du programme et de l'intérêt de l'État pour ce programme-là, c'est aussi de rendre le salarié en insertion encore plus acteur de son projet. Et là aussi, c'est quelque chose qui est très important, avec notamment la démarche de la PMSMP, donc les périodes de mise en situation en milieu professionnel. Ça permet aux bénéficiaires et aux salariés de pouvoir mieux appréhender, en tout cas, le monde de l'entreprise, de construire son projet professionnel de manière plus active, de manière aussi plus réaliste. Et c'est quelque chose aussi qui est très important, puisque si on veut une inclusion dans la durée sur le marché du travail et dans l'emploi, il faut bien sûr que les personnes éloignées de l'emploi qui ont été finalement désinsérées à un moment donné puissent trouver un véritable intérêt à leur retour à l'emploi. Alors évidemment, ce n'est pas juste un retour, c'est pas juste finalement un intérêt financier, mais c'est aussi un intérêt pour les tâches qu'ils vont être amenés à exécuter et pour arriver à monter leur projet professionnel. Et ça, c'est vrai que dans le projet Save-Emploi, on s'y retrouve aussi assez bien, hein, puisque ces périodes finalement de mise en situation en milieu professionnel et ces périodes vraiment d'inclusion dans l'entreprise et d'être plongé au cœur d'une entreprise pour monter son projet professionnel, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et qui permet d'insérer sur la durée les personnes. Donc, c'est vrai que de ce côté-là aussi, c'est un projet qui nous intéressait énormément et qui promet beaucoup, en tout cas, pour être développé. Mais Sébastien Ago, est-ce que vous avez des exemples concrets? Est-ce qu'on vous en remonte dans les copiles? Enfin, comment vous voyez les choses? Oui, alors on a eu des exemples en effet assez concrets, hein, avec par exemple une personne qui arrivait dans une SIAE et qui avait une représentation de l'entreprise finalement qui lui faisait peur. Donc plutôt que de l'influencer, d'essayer de le faire changer d'avis, on lui a, grâce au programme Save-Emploi, proposé d'autres approches avec des visites d'entreprise, des job dating, des petits déjeuners, et puis donc une approche un peu différente de l'entreprise qui lui présente l'entreprise sous un contexte un peu nouveau et sous un jour un peu différent. Donc c'est vrai que ça marche très bien. En tout cas, on a vu que ça marchait très bien. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant.
Mais alors justement, vous connaissez, puisque vous êtes spécialiste des parcours, quelle est l'originalité par rapport aux autres? Est-ce que l'idée, c'est pas de les mettre en concurrence, mais est-ce qu'ils sont complémentaires? Enfin, qu'est-ce que vous en retirez? Bon, après c'est un dispositif, c'est vrai qu'on a beaucoup de dispositifs d'insertion dans l'emploi. En particulier, j'en reparlerai peut-être un petit peu après pour ce qui concerne les jeunes, hein, puisqu'aujourd'hui, on multiplie en tout cas les enveloppes pour développer ces dispositifs-là. Mais non, il n'y a pas de concurrence entre les dispositifs. On essaie plutôt de les rendre complémentaires. Donc après, on nous a peut-être dit oui, le programme de Save Emploi, ça peut être un petit peu en concurrence avec le programme des territoires zéro chômeur. Mmh. Non, en fait, non, c'est pas en concurrence. Le territoire zéro chômeur, c'est quelque chose qui est développé vraiment à l'échelle très locale, qui est développé par les collectivités. Le programme Save Emploi, c'est quelque chose qui va être, qui va être un peu différent, même si c'est pour résorber aussi le chômage de longue durée. Mais là, on va être dans une approche un peu plus finalement inclusive avec un lien entre les SIAE et les entreprises qui est plus développé. Donc après, rien n'interdit bien sûr sur les territoires zéro chômeur de se rapprocher des SIAE. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, pour nous, c'est en complémentarité et les dispositifs ne se font pas vraiment la concurrence à ce niveau-là. Mais je reviens sur l'Île-de-France, Sébastien Agot, et sur, la crise justement qui touche, tous les secteurs, et y compris les SIAE. Comment vous voyez les choses? Comment vous aidez, ces structures-là? Est-ce que dans quelle mesure elles sont affectées? Alors, comme tous les secteurs économiques, enfin comme toutes les entreprises finalement, hein, la crise sanitaire et la crise économique a fortement impacté le secteur de l'IAE, hein. Mmh. L'État est aussi là, en tout cas, pour soutenir les entreprises du secteur. D'abord, évidemment, par le chômage partiel, puisque les SIAE étaient éligibles au chômage partiel. Ensuite aussi, par le développement ce qu'on a appelé le FDI rebond, hein, puisque aujourd'hui, on a pu aider toutes les SIAE en France et en Île-de-France, et en Île-de-France en particulier, puisque 13 millions d'euros vont être aujourd'hui versés au titre donc, du FDI 1, avec une aide forfaitaire finalement pour les heures non travaillées. Et c'est vrai que c'est une aide quand même qui n'est pas négligeable et qui est extrêmement importante. Et puis, on aura ensuite un FDI 2 qui va bientôt arriver, puisqu'un appel à projet a été lancé. Et donc, il y aura bien sûr des aides encore à ce niveau-là pour des projets, pour le développement des nouveaux projets, et puis aussi pour les aides au démarrage des nouvelles structures. Parce que ce que j'ai peut-être pas dit aussi, c'est quand même qu'on est passé en quelques années de 390 Oui. structures à plus de 430 aujourd'hui, et ce développement, il se poursuit. Voilà, on va le poursuivre dans les années à venir. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de ne pas laisser couler finalement des nouvelles structures qui ont démarré ces dernières années, de les soutenir. Et l'État, en tout cas, sera bien présent pour les soutenir à nouveau. Et j'ai une dernière question, Sébastien Hugo, on est rattrapé par l'actualité. Est-ce qu'il y a Oui. des liens possibles, des passerelles entre les différents programmes? On parle beaucoup aujourd'hui du plan Un jeune, une solution. Et comment un programme comme celui de Save Emploi peut se connecter avec ces dispositifs? Voilà, en fait, le plan de relance, et en particulier le plan Un jeune, une solution qui est intégré dans le plan de relance. Donc, c'est finalement venir en soutien des jeunes qui vont arriver aujourd'hui sur le marché du travail et qui ne trouvent pas nécessairement de solution. Donc, en tout cas, le plan Un jeune, une solution nous demande aujourd'hui de faire rentrer peut-être plus de jeunes en IAE, ou en tout cas que la croissance du nombre de salariés en IAE réponde à ce besoin des jeunes. C'est-à-dire augmenter finalement la part des jeunes dans l'entrée en IAE. Et c'est vrai que après, Save Emploi peut venir aussi en soutien et peut venir
et peut répondre à ce besoin-là en accompagnant les jeunes, en les mettant en lien avec les entreprises, avec les entreprises du monde classique. Donc ça peut être en effet une solution aussi. Mais en tout cas, le plan Jeune, une solution aujourd'hui, c'est vraiment un peu le fer de lance au niveau du ministère du Travail pour le plan de relance, et c'est extrêmement important. Alors après aussi peut-être ce que j'ai pas dit et que j'aimerais bien juste préciser en conclusion peut-être, c'est finalement les opportunités économiques que permettent le programme Save Emploi. C'est-à-dire on est bien sûr sur la démarche intégrer et insérer les bénéficiaires, mais ça permet aussi de tisser le lien finalement des entreprises avec les SIAE. Et ça peut permettre aussi aux SIAE, finalement, en connaissant mieux les entreprises, de développer un certain nombre d'opportunités économiques. Et ça les rapproche du monde de l'entreprise, et des commandes aussi peuvent arriver par ce biais-là. Donc, il ne faut pas négliger aussi cet apport-là du programme, je crois, qui peut être extrêmement intéressant. Donc, bien sûr, du point de vue du salarié des SIAE, mais aussi d'un point de vue purement économique, on va dire. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Sébastien. On y reviendra, et surtout avec vos questions. Je vais vous céder la parole, Stéphanie Gricourt. En fait, je reviens brièvement sur les 3 préceptes. On en a beaucoup parlé ce matin, mais nul n'est inemployable, changer les organisations et pas les gens. Les entreprises sont des acteurs comme les autres. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour lever les liens, les freins? Sébastien Agot parlait tout à l'heure un peu de peur, d'autocensure. Comment on fait pour contrer tous ces problèmes, et puis repérer les parcours qui sont riches et dont on ne prend pas toujours conscience? Eh bien, donc, justement, en fait, on va énormément se rejoindre sur cette question-là, parce que les équipes les encadrants et les CIP et les directions sont tous d'accord sur le quoi, chercher l'emploi durable. Après, la médiation active, ça nous aide vraiment sur le comment. Et donc, en traduction concrète de ces préceptes, ce que je souhaite dire, c'est que ça tourne autour de la place qu'on se fait dans la société, du couvercle, entre guillemets, qui peut y avoir autour du terme insertion, y compris nous dans nos paradigmes, mais aussi chez les employeurs qu'on peut aborder. Et pour vraiment le faire très court dans l'introduction, j'ai été assez impressionnée par l'efficacité redoutable en 3 jours de formation, à la fois de la levée des tensions, une tension individuelle d'un encadrant qui va avoir des problématiques économiques, comme vient de le dire M. Agot, et où effectivement il peut y avoir des fois des choses qui se rejoignent dans le fait de tisser des liens avec les entreprises et en même temps d'avoir le temps d'accompagner les personnes et de faire ce démarchage vers l'emploi. Et l'efficacité aussi redoutable, ne serait-ce que d'1 heure passée entre un CDDI au contact d'un recruteur. Voilà, donc il y a vraiment des changements de paradigme qui se traduisent à partir du moment où ce contact est établi. Donc, parmi nos salariés en insertion, dans le nul n'est inemployable, ce qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est qu'il y a des personnes qui ont vécu des fois dans d'autres pays, avec pas d'équivalence de diplôme, avec un complexe sur leur niveau de français, avec des difficultés et des freins sociaux importants. Malgré tout, on a des compétences derrière et ils ne disent pas tout. Ils cachent, par exemple, à Pôle emploi, comme à leur CIP, comme à l'encadrant, des activités pour lesquelles ils ont acquis des compétences au travail au noir, parce qu'évidemment, ils vont le dire à personne. Ils peuvent cacher le fait, certains, qu'ils ont été entrepreneurs dans un pays en guerre et qu'ils ont tout perdu. Et ça, nous, on voit le salarié en insertion, mais tant qu'on ne va pas tirer toutes les ficelles de son parcours, eh bien, on ne peut pas expliquer à un employeur non plus toutes les potentialités auxquelles il pourra recourir s'il lui donne sa chance. Donc, voilà, le nul n'est inemployable, ça permet vraiment, par la PMSMP et par cette préparation du contact qui est vraiment très, très importante, de bien préparer ce contact, nous préparer nous-mêmes avec des supports, préparer le salarié à cette rencontre, préparer l'employeur à accueillir et à montrer son activité, que ce soit une visite d'entreprise ou une PMSMP. On s'aperçoit qu'on peut très, très vite le dégommer, ce nul n'est inemployable.
le changer les personnes et par les organisations, eh bien, effectivement, en fait, tout tourne dans Sève Emploi sur le fait de construire une relation forte. Et c'est à partir du moment où on a construit une relation forte à l'employeur qu'on peut se permettre de prendre des risques et contrer notre peur de gâcher un contact si jamais un jour une expérience se traduit par un absentéisme. Pourquoi? Parce qu'on sera présent, on va appeler, vérifier si tout se passe bien. Et cette préparation et ce suivi font que, oui, l'organisation peut parfois accueillir un candidat dont le CV n'est pas du tout aligné à ses besoins, mais l'expertise qu'on pourra amener en tant que structure de l'insertion, c'est-à-dire aussi un acteur du territoire qui parfois ne se rend même pas compte de son poids en termes d'emploi. Les séminaires de direction m'ont permis de découvrir que dans certaines zones rurales, il y a des directeurs qui ont pris conscience, grâce à ces emplois et à ces contacts avec des employeurs, qu'ils étaient peut-être l'un des plus gros employeurs des communes. Et ça, finalement, pour approcher une entreprise, qu'on soit en club d'entreprise, en job rencontre, finalement, c'est des prises de conscience qui aident aussi dans ce contact. Et puis, donc ça, c'est pour répondre aussi au deuxième précepte, changer les organisations par les personnes. Effectivement, un employeur peut très, très bien découvrir des compétences qui lui sont utiles, même si elles ne sont pas forcément dans la sélection que lui-même aurait faite grâce à notre intermédiation. Et l'action révèle les compétences et le fait que la personne doit s'approprier son parcours. Là, à nouveau, il y a une efficacité redoutable, je trouve, dans cette prise de contact, parce que si on doit se tromper, il faut se tromper vite. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que dans le parcours d'insertion, dans l'agrément de 24 mois, il peut effectivement y avoir des logiques de passerelle entre SIAE. Nous, on va être sur du chantier de remobilisation. Il y a de l'entreprise plutôt sur 26 heures par semaine. L'entreprise d'insertion va souvent peut-être être plus sur un 35 heures avec un degré d'autonomie. Puis après, il y a la mise à disposition dans les associations intermédiaires, qui est encore une autre configuration du travail, ainsi que sur les ETTI qui vont peut-être plus nécessiter d'autonomie aussi vers de la mise à disposition de professionnels. Donc, on voit que l'intérêt de l'action révèle les compétences et du choix individuel de personnes, c'est autant on doit laisser ces 24 mois permettre de lever des freins à l'emploi qui des fois nécessitent du temps, donc ne pas mettre la pression s'il y a des problèmes de santé, de logement, quelqu'un qui dort pas parce qu'il est à côté d'un drogué mais qui doit être sur un chantier alerte le lendemain. Enfin, voilà, il faut qu'on prenne le temps des levées de freins sociaux important, mais par contre, sur la partie accompagnement professionnel, c'est vrai que mettre en situation une personne au tout début de son parcours, même dans les 4 premiers mois, même si elle ne parle pas bien français, ça lui permet de se représenter. Ah, tiens, là, dis donc, il va falloir que j'écoute ma CIP, que je fasse du FLE, parce que je me projette déjà dans l'après. Donc, on voit vraiment que concrètement, ces préceptes-là, au-delà de la théorie de on va vers l'emploi durable, oui, le nul n'est inemployable, on change les organisations, ce qui est vraiment des nouveautés déjà pas faciles à intégrer soi-même structure d'insertion, parce qu'on a peur de les envoyer aussi quand ils ne sont pas prêts, eh bien, on arrive à braver cela. Et s'il y a une PMSMP, même qui ne se passe pas comme prévu, très vite la personne peut se projeter et avancer dès le début du parcours sur cette partie professionnelle. Voilà. Alors, Stéphanie Grécourt, justement, on parle d'emploi durable, c'est l'objectif, c'est d'aller vers l'emploi durable, mais comment prend-on conscience des environnements de travail? Parce que on le voit tous, le salariat, ça reste la forme dominante d'emploi, mais les contrats courts explosent. Alors, comment fait-on pour aller, comme vous, sur le terrain, pour aller à la recherche de l'emploi durable? Oui. Alors là aussi, parce que ce qui est très intéressant dans SEV, c'est qu'il y a effectivement des séminaires directeurs, des séminaires où la direction est vraiment avec ses équipes. Et par rapport à cette problématique d'emploi durable, c'est vrai que des directeurs, à un moment donné, quand on était ensemble en visio, on mentionnait le fait que est-ce que ce n'est pas encore une injonction difficile, l'emploi durable, quand on sait que la DARES avait publié des études, ça remontait à 2019, dans lesquelles on expliquait que 86% des nouveaux contrats, ou 82, j'ai plus les chiffres en tête, étaient quand même sur des CDD de plus en plus courts.
est de plus en plus précaire. Et puis, dans l'emploi durable, on a le CDD supérieur à 6 mois, on a le CDI, on a la création, on a l'emploi public. Donc, cet emploi durable, il est le but parce qu'on a besoin que ces personnes qui ont des parcours où elles n'ont pas d'économie souvent, où elles ont été en insécurité, on a très envie de ne les envoyer aussi que vers le salariat, que quelque chose de protecteur et de durable. Cependant, j'avais été surprise il y a quelques années par une étude de l'ADI qui finalement montrait des taux d'insertion qui étaient quand même assez élevés suite à un épisode d'auto-entrepreneuriat ou de petite création, qui fait qu'on oublie souvent qu'il y a notamment des gens sur les marchés qui n'ont pas de diplôme et qui, des fois, parviennent et finalement, le fait d'être passé par cet épisode-là de polyvalence, parce qu'ils sont obligés finalement d'être un peu polyvalents, même sans diplôme, hein, quand on crée un marché, on est acheteur, on doit discuter avec des mairies, et bien finalement, ça faisait que même s'ils échouaient, ils avaient des taux d'insertion et d'emploi en salariat qui derrière étaient quand même, je crois, à hauteur d'une 60aine de pourcents, si je ne dis pas de bêtises. Donc, nous, l'environnement de travail, c'est vrai qu'on est passé sur entre le 15e siècle et puis où on avait des artisans qui vendaient le fruit de leur travail avec une maîtrise des choses, mais de l'insécurité à la fabrique, le salariat. Et donc là, on vend son temps, on vend une productivité qui est même moindre dans les services que dans les activités industrielles que malheureusement on n'a plus. Et c'est vrai que ça questionne les environnements de travail. Et donc, la PMSMP, ça permet aussi aux personnes de voir ce qu'elles peuvent apporter à un employeur, ce qu'il faut qu'elles aillent chercher en formation pour pouvoir prétendre à un employeur qui est au cœur de le projet, parce que c'est bien les personnes qui sont acteurs et qui doivent dire ce qu'elles veulent faire. Ça permet, comme le disait M. Ago, de lever l'autocensure qui est forte. Il y a encore des discriminations, il y a encore ces problématiques-là, et de trouver leur place dans cet environnement de travail qui inclut le salariat, des CDD qui peuvent être des fois une passerelle sur un CDD court, mais qui va être prolongé ou vers des fois des expériences plus longues et stables, donc qu'on ne peut pas s'interdire, et qui leur permettent aussi de ne pas non plus, parce que j'ai eu des remontées récentes aussi de chargés d'insertion et d'encadrants qui étaient surpris aussi par le côté parfois idéalisation, pas grosse tête, mais il y a des salariés qui parfois s'imaginent que c'est très facile d'aller à la SNCF. Et le fait d'échanger avec d'autres salariés qui avaient des prérequis pour postuler, mais ça leur permet aussi d'investir du temps là où ils sont plus lucides, là où ils sentent que ce temps sera pour eux aussi payé d'un retour sur investissement. Un peu comme une démarche d'enquête en bilan de compétences, un peu comme, voilà, mais permise par cette PMSMP qui est quand même une immersion de 15 jours où il y a de forts déclics. Mais justement, vous me parliez en préparant cette intervention d'un exemple de Chantal qui est africaine, qui a 50 ans, qui voudrait travailler dans la restauration et elle ne sait pas justement, est-ce qu'elle doit être plutôt dans le salariat, dans l'auto-entreprise. Donc, parlez-nous un peu de son exemple. Oui, donc Chantal, elle avait été formée à l'esthétique, mais elle aimait cuisiner. Et puis, dans le cadre de nos prospections, il y a un petit restaurant mi-antillais, mi-africain tout près de notre siège. Donc, j'y suis allée puisque tout le monde était associé à cette prospection pour leur demander, est-ce que vous pourriez nous consacrer du temps avec l'encadrant technique, la chargée d'insertion, pour qu'on vous explique ce que c'est qu'une période de mise en situation. Voilà, on est une association implantée sur le territoire depuis longtemps et il est important que des personnes puissent découvrir votre métier. Tiens, quel a été votre parcours? L'accroche que j'ai pu avoir, ça a été justement de m'adresser à des entrepreneurs qui, quand ils sont arrivés en France, étaient assez désemparés. Ils ont été soutenus par des associations locales, et ils les citent, notamment la Pierre Blanche. Ils n'avaient pas de logement. Ils ont voulu créer un restaurant, tout le voisinage disait, oh là là, ça ne va pas sentir bon, etc. Et donc, cette dame est arrivée et elle a appris des choses bien spécifiques en termes de cuisine, mais aussi la gestion de caisse. Ils ont vraiment voulu
être aidants parce qu'ils ont été aidés. Donc, il y a aussi dans le ciblage des employeurs, une chance que j'ai eue aussi de pouvoir aussi partir de leur parcours qui a fait qu'ils ont été très accueillants. Donc, elle a fait une PMSMP d'une semaine, elle y a appris l'hygiène, la déco, ce qui lui parlait, enfin voilà, la relation au client. Elle a été très, très sereine là où elle était très speed. Et puis, voilà, ils ont proposé une deuxième PMSMP. Et puis, pour à nouveau la former en cuisine. Et ils n'avaient pas de toute façon de perspective d'embauche. Covid, travaux, le comptable n'était pas d'accord. Bon. Et puis, j'en ai parlé à la CIP, elle m'a dit, bah oui, mais s'il n'y a pas un deuxième emploi, pourquoi la renvoyer 15 jours de plus? Et c'était tout à fait légitime. Donc, je suis allée leur poser la question, pourquoi elle a besoin de s'investir sur sa recherche d'emploi durable, elle ne pourra peut-être pas revenir. Mais au fait, voilà, quelles sont les conclusions que vous en avez tirées? Et en fait, je me suis rendu compte qu'ils avaient embauché quelqu'un. Donc, il y avait une jeune femme en cuisine. Et donc, là, ils m'ont expliqué, voilà, on est en train de se développer. On a eu besoin de quelqu'un qui soit très rapide. Or, Chantal, au niveau du service, le soir, quand il y avait beaucoup de monde, donc il y avait un décalage par rapport à eux, leurs besoins. Mais toutefois, elle leur avait fait part d'un projet dont elle ne nous avait pas fait part à nous. C'est que son fils souhaitait éventuellement se lancer dans la cuisine. Donc, eux ont embauché une jeune femme issue du métier pour répondre à l'urgence des commandes, des livraisons, parce qu'ils sont en plein développement. Ils étaient prêts à la réaccueillir pour la préparer à peut-être développer ce projet avec son fils, sachant qu'elle aurait ses limites en termes de rapidité par rapport à l'activité, bien qu'elle puisse très bien être salariée dans un contexte où elle cuisine à domicile, peut-être pour des personnes âgées, peut-être sur des précommandes où elle a le temps. Donc, ils ont reconnu toutes ses compétences, toute sa sérénité, tout son calme que eux n'avaient pas. Donc, ils ont vraiment mis en valeur les atouts de Chantal. Ils ne l'ont pas embauchée parce qu'ils avaient une problématique immédiate de rapidité de service, mais ils ont proposé de la recevoir à nouveau pour l'aider à peut-être accompagner son fils et créer à deux une activité voilà, avec les marchés, avec tout ça. Donc, ils ont vraiment essayé de lui montrer un maximum de choses. Et c'est vrai que ça rejoint beaucoup ce que dit Chantal, où elle a ensuite fait part à sa CIP d'un projet d'auto-entrepreneuriat mêlant l'esthétique et la restauration. Donc là, la CIP a à nouveau besoin, avec l'encadrante, confirmant qu'effectivement, elle n'est pas rapide, mais qu'elle a toutefois plein d'autres atouts. Et ils vont pouvoir maintenant, avec cette vision globale aussi, et ce qu'elle a partagé avec l'employeur, peut-être travailler sur un projet où l'employeur disait, oui, à 50 ans, le salariat, ça va être dur, mais par contre, voilà, là, nous, on a réussi à se faire aider pour réaliser nos rêves, et elle en a. Et elle a des tas de compétences, elle a un bon sens, elle est posée, elle a d'expérience. Et du coup, peut-être maintenant, la trajectoire, la direction est beaucoup plus claire qu'elle n'était. D'accord. Et en plus, elle, Chantal, peut revenir quand elle veut, ainsi que tout autre salarié qui potentiellement pourrait y faire soit. Et comme ils comptent se développer, ils n'ont même pas exclu le fait de la réaccueillir, mais pas toute seule au front sur des services rapides. D'accord. Alors, on voit que c'est du cousu main, mais juste avant de passer la parole à Solveig Grimaud, Stéphanie Gricourt, est-ce que ce programme SEV permet la compréhension de tous les acteurs? Est-ce que les intérêts sont bien compris entre vous, entre les personnes qui sont dans ces parcours, entre l'État? Enfin, comment vous voyez les choses? Alors ça, ça clarifie vraiment les rôles. Et quand on parlait du retour sur un investissement, finalement, les employeurs, ce sont des contribuables et ils s'en plaignent suffisamment des charges. Donc là, finalement, ils voient aussi que leur cotisation, parce que je préfère le terme de cotisation que de charge, permet aussi de les aider eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas, ils sont parfois tout puissants, donc ils sont parfois en besoin de solutions pour pouvoir recruter. Donc là, on peut être ressource dans l'écoute de leurs besoins, dans la définition de fiches de poste. Il y a vraiment un travail de questionnement au départ qui est très intéressant dans la démarche de Sève Emploi, qui nous permet de glaner tous les éléments qui nous permettent ensuite de leur apporter des solutions, et notamment la PMSMP avec des personnes qui ont finalement l'opportunité de rencontrer un peu comme une période d'essai en prévision de recrutement qui du coup se font dans de bien meilleures conditions parce qu'ils ne seront pas faits dans l'urgence. C'est une sorte de repérage, mais également dans le fait qu'ils voient là vraiment un investissement de leur cotisation du coup dans des acteurs bien ancrés sur le territoire, en lien avec le service public, alors que quand on est une petite PME, on n'est même pas forcément toujours en lien avec ces services
qui font notre territoire, l'acteur politique qui finance ces dispositifs, qui veille à ce qu'ils soient efficaces, à ce qu'il y ait un retour sur investissement. L'équipe elle-même, j'ai été très surprise, mais ils ont été très heureux qu'on leur parle d'indicateurs. C'est-à-dire que les encadrants techniques et les CIP sont heureux d'avoir des indicateurs, parce qu'ils savent qu'à terme, ça permettra à Sève Emploi d'aller détecter là où il est intéressant d'investir du temps, de faire autrement, et on est en train de tout remettre à plat. L'efficacité de nos informations collectives quand on recrute, comment les plannings d'une CIP, comment l'encadrant la CIP place Sève Emploi en faisant autrement. Et donc, ça, c'était très, très, très intéressant aussi, parce que nous ne sommes plus dans l'IACA Faucon. D'accord. Les tensions sont individuelles, elles sont révélées, les solutions apportées sont toujours collectives. Et du coup, le fait de ne pas être un IACA Faucon, ça permet aussi d'associer le salarié en insertion autour d'un argumentaire. L'argumentaire, je ferme vite Oui, la mais parenthèse. on y reviendra peut-être, Stéphanie, avec les questions pour respecter le timing. Je voulais donc céder la parole à Solveig Grimaud. Donc en fait, vous connaissez bien cette notion de médiation active. Elle existe, vous m'expliquez, depuis près de 30 ans. Elle a différents gradients. Donc on voulait juste revenir avec votre regard de chercheuse sur cette médiation active, en quoi elle consiste, et nous dire, par exemple, quelles sont les différences avec l'intermédiation dont on parle aussi souvent. Oui, bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de cette invitation. Alors, je pense qu'effectivement, la distinction que vous établissez d'emblée est très importante. Je voulais juste dire pour commencer qu'il y a beaucoup de gradients, en fait, dans effectivement la relation qui peut se nouer avec un employeur. Ça peut s'inscrire dans des stratégies d'accompagnement qui peuvent être très diverses. Il y a beaucoup de choses. Et dans ce paysage-là, effectivement, la médiation active, elle renvoie vraiment à une pratique très spécifique. Alors, il y a énormément de choses qui ont déjà été dites pendant toute cette matinée, donc je vais pas revenir sur un certain nombre de choses. Simplement, ce que je voudrais quand même signaler, c'est que aujourd'hui, c'est quand même une pratique encore minoritaire, même si progressivement, elle est de plus en plus promue au sein du SPE, l'expérimentation Sève en témoigne, etc. Elle est minoritaire, mais effectivement, elle n'est pas nouvelle. Ça me semble important aussi à rappeler, puisque c'est une technique qui a été développée effectivement dans les années, disons début années 90, fin années 80, par l'association Transfert qui est à Bordeaux, et qui la développe et qui la diffuse encore aujourd'hui dans le cadre de ce qu'ils appellent la méthode iodée, c'est-à-dire intervention sur l'offre et la demande. Ça me paraît important à rappeler parce que les principes, les fondamentaux de cette méthode, on les retrouve tout à fait dans l'esprit de l'expérimentation Sève. C'est vraiment d'emblée de repartir du constat, essayer de l'expliquer, du constat de cette très très forte sélectivité du marché du travail intermédiaire qui systématiquement, du fait des usages, des modalités de recrutement à distance, de l'usage du CV, etc., pénalise évidemment toujours les publics les moins bien signalés sur le marché du travail. Et donc, on a des gens qui se retrouvent en fait éloignés du marché du travail plutôt qu'éloignés de l'emploi, d'ailleurs, puisque la preuve est que finalement, ils peuvent assez rapidement travailler, vous l'avez très bien dit tous, du fait en fait de ces fonctionnements du marché du travail intermédiaires qui ont été incorporés par les recruteurs. Et donc, effectivement, d'emblée, la médiation active, elle va chercher à rompre avec les pratiques d'intermédiation. Alors, simplement juste pour revenir peut-être sur cette différence, je pense qu'elle est importante, vous l'avez dit d'emblée, sur médiation, intermédiation, parce que on peut repartir très très vite à nouveau de ce double constat que vous avez rappelé sur les fondamentaux de Sève, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui se retrouvent effectivement éloignées du marché du travail, mais on a aussi des recruteurs qui ont du mal à déterminer leur offre. Qui ont du mal à recruter, c'est-à-dire à déterminer leur offre, a fortiori évidemment dans les petites entreprises qui sont la cible principale côté employeur de l'expérimentation. D'où la nécessité, ça a été évoqué aussi tout à l'heure par la formatrice, si je ne me trompe pas, bien repérée d'emblée par la méthode iodée, extrêmement travaillée aujourd'hui par Sève, travaillée entre deux, je voudrais le signaler d'ailleurs, par des dispositifs publics d'accompagnement, je pense au contrat de sécurisation professionnelle, évidemment à la garantie jeune aujourd'hui, la nécessité de travailler sur le marché caché. Travailler sur le marché caché, c'est travailler avant que l'offre d'emploi soit constituée.
à la différence de l'intermédiation classique qui travaille à rapprocher une offre constituée d'emploi et une demande. Voilà. Alors la médiation, ça je pense que c'est un point très très fort, la médiation active, elle vise à faire se rencontrer deux demandes. Une demande de travail qui émane de l'entreprise et une demande d'emploi qui émane d'un individu. Le problème, c'est que ces deux demandes, elles sont bien souvent évanescentes, assez mal constituées et assez mal déterminées, des deux côtés d'ailleurs. Et donc, l'objet de la médiation, la capacité qui est en jeu du côté du médiateur, c'est de transformer ces deux demandes qui sont assez évanescentes en deux offres constituées. Une offre d'emploi du côté de l'entreprise et une offre de travail du côté de la personne, offre de travail qui va être entendue comme la capacité de tel individu à tenir tel poste en particulier, tel emploi précis. Et donc, la médiation, c'est une négociation, voilà, pour transformer ces deux demandes. Alors, peut-être juste pour finir sur ce point, je peux vous donner un exemple, parce que moi, j'ai entendu beaucoup de choses, et notamment un chargé de mission qui me donnait un exemple tout à fait frappant, qui je pense est assez classique d'ailleurs, qui me disait, pour souligner la difficulté et les ambiguïtés qui pouvaient, et les échecs au recrutement évidemment, qui pouvaient s'en suivre d'une offre assez mal déterminée du côté de l'employeur. Il évoquait le fait, l'exemple d'une offre déposée, hein, donc, qui était une offre de vendeur ou vendeuse de fruits et légumes. Et puis, suivant les préceptes de la médiation active, il allait rencontrer l'employeur et il s'apercevait progressivement, en le faisant parler du travail qui était effectivement à réaliser, il s'apercevait progressivement qu'il ne s'agissait pas d'une offre de vendeur et de vendeuse, mais qu'il s'agissait en réalité d'une offre d'employé libre-service. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agissait en pratique, et bien sûr de faire vendre des fruits et légumes dans un libre-service, mais en vérité d'aller en réserve, de décharger des camions, de bien placer les fruits et légumes sur les rayonnages, de bien agencer un rayonnage, de bien étiqueter, de vérifier que les fruits et légumes n'étaient pas gâtés, le cas échéant de renseigner le client s'il le fallait, mais on voit bien qu'on n'est pas dans un poste de vente. Simplement, pour lever ce flottement qui est très fréquent en réalité, hein, même si l'exemple paraît trivial, je pense que ce n'est pas du tout simple forcément du côté de l'employeur. Pour lever ce flottement dans la définition de l'offre, il faut effectivement, et ça a été dit tout au long de la matinée, il faut effectivement discuter en direct avec l'employeur, préparer en fait dans le cadre d'une négociation sur le contour de l'offre, le fait que l'offre, lorsqu'elle sera constituée, correspond bien à la demande de travail de l'entreprise, ce qui n'est pas du tout évident. Justement, mais alors quels sont les leviers qu'on peut mettre en place? Parce que c'est là toute la difficulté. Comment on fait pour lever enfin, pour contourner ce problème? Alors, oui, alors il y a les 4 ou 3 principes de Sève en parlent hein, déjà, mais je pense que ce sur quoi il faut insister, c'est que c'est vraiment dans la négociation, et c'est vraiment une négociation avec l'entreprise que les leviers peuvent être travaillés. D'une certaine manière, c'est grâce à la négociation que doivent disparaître en fait, les repères habituels des recruteurs, qui sont les facteurs vraiment les plus problématiques pour les publics qui nous intéressent, le CV, le formalisme habituel de l'entretien d'embauche, voire d'ailleurs aussi peut-être toute cette question des savoir-être qui par moment, enfin c'est un peu une incise, mais qui par moment, non pas qu'il n'existe pas, hein, que c'est une problématique qui n'existe pas, mais qui mange beaucoup de place. Voilà. Alors bien sûr, l'idée c'est de mettre autre chose en place. Alors quoi ? En particulier, ça c'est très très important et ça n'est pas du tout simple, d'analyser une situation de travail, c'est-à-dire analyser vraiment les exigences qui vont s'attacher à la tenue d'un poste de façon très précise pour transformer la demande de l'entreprise en une offre qui devienne effectivement accessible aux personnes qui sont accompagnées. Ensuite, c'est à cette condition que va pouvoir bien se dérouler, alors ce qui est appelé dans la méthode iodée l'entretien de mise en relation, qui est en fait le moment où s'effectue la rencontre entre le conseiller et la personne sur le poste de travail, et puis évidemment le suivi et l'intégration dans le poste, où là, il y a des enjeux d'acquisition de compétences, en fait, tout simplement, et puis de régulation des difficultés, comme vous l'avez souligné les uns les autres. Mais simplement, je pense que pour finir sur ce point, ce sur quoi je veux insister, c'est que l'essentiel, et Madame Gricourt, je crois, l'a dit aussi, c'est vraiment ce contact direct, in situ, quoi, évidemment très équipé, soutenu, etc., que va introduire la médiation active entre un employeur et une personne, parce que au fond,
ça donne l'occasion à un individu de mettre à l'épreuve des capacités qui, sinon, cette mise à l'épreuve est toujours soit différée parce qu'on veut d'abord lever les freins, soit en fait rendue d'emblée totalement impossible parce que les personnes ne passent pas les fourches codines du CV, quoi. Donc, c'est vraiment cet effet contact, comme disent les économistes, et cette discussion sur le travail qui permet à la fois de fabriquer l'offre et d'évaluer la capacité de la personne à tenir le poste. Ah, très bien. Et du coup, enfin, je l'ai rappelé tout à l'heure, vous êtes une spécialiste des questions d'accompagnement. Est-ce qu'on peut évaluer ces dispositifs, SEV, mais d'autres? Est-ce que vous avez déjà un recul sur ce genre de mesures? Alors, il y a quelques éléments d'évaluation qui sont disponibles, hein, qui permettent de donner des indices sur la façon dont la médiation active, effectivement, a des effets particulièrement intéressants sur le retour à l'emploi des personnes. Je peux citer trois éléments le plus rapidement possible. On peut citer une évaluation qui avait été faite par le cabinet Amios et Dater en 2019 sur l'axe 3 du programme opérationnel du FSE, qui avait trois objectifs spécifiques. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble, mais deux objectifs notamment qui étaient l'augmentation du nombre de personnes engagées dans des parcours dans le cadre d'une approche globale, et deux, l'activation plus forte encore de la relation à l'entreprise pour accroître l'efficacité du retour à l'emploi. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'en 2018, quand l'évaluation a été établie, on avait 37% au total de sorties positives à l'issue des parcours, mais surtout, on voyait des effets très différenciés des différents types d'opérations qui étaient financées par le FSE sur ces parcours et sur le retour à l'emploi. Et en particulier, on voyait que les actions à destination des entreprises, dans lesquelles peuvent se situer les actions notamment de médiation active, alors qu'elles étaient minoritaires, c'était très peu représentées puisqu'elles représentaient 2% du total des bénéficiaires, étaient celles qui avaient les effets les plus importants en termes de retour à l'emploi. C'est-à-dire qu'on était 49% des personnes qui avaient bénéficié de ces actions étaient en retour à l'emploi à l'issue du programme, contre, c'est ça qui est intéressant, 31% des personnes qui avaient bénéficié d'actions plus classiques d'accompagnement de parcours. Donc, c'est qu'un indice, hein, parce que c'est difficile de savoir parfois ce qu'on compte, ce qu'on met dedans, etc. Mais quand même, c'est une indication, une première, sur les bénéfices pour les personnes d'un investissement à la relation à l'entreprise. L'autre élément qu'on peut citer, c'est un élément de comparaison qui a été établi entre les taux de retour à l'emploi pour des publics éloignés du marché du travail lorsqu'ils ont bénéficié pour certains de l'accompagnement global de Pôle emploi et pour d'autres de stratégies de médiation active développées dans le cadre développé par D2C, qui est un service de l'association Transfert, qui évidemment fait vraiment de la médiation active, sur la base évidemment des mêmes conventions de calcul, hein, c'est-à-dire si on regarde le taux de retour à l'emploi cumulé des entrants à 12 mois, du côté de Pôle emploi et de l'accompagnement global, il est de 55%, et du côté de l'association Transfert et de D2C, il est de 71%. Si on regarde le taux d'accès à l'emploi durable, il est lui aussi de 21% du côté de Pôle emploi à 12 mois contre 51% du côté de D2C. Donc, ce qu'on peut juste signaler là, et ça intéresse tout particulièrement SEV, je pense, c'est que manifestement là, on a une évaluation directe des bénéfices des stratégies spécifiques de médiation active sur le retour à l'emploi. Et pour finir, je pense qu'on peut aussi souligner une évaluation propre qui a été conduite par Pôle emploi, qui est tout à fait intéressante et qui s'approche de ce même constat, alors qui est un peu différente, puisqu'ils avaient conduit en 2016 en interne une évaluation sur les effets de la démarche de prospection auprès des entreprises qui avait été beaucoup accentuée et dont ils avaient fait le constat qu'elle avait un impact sur les embauches en CDI, notamment en faveur des demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que la prospection développée auprès des entreprises faisait progresser le nombre d'embauches en CDI de 13%. Bon, après, il y a des effets de substitution sur les CDD qui avaient baissé, etc., ce qui est d'ailleurs intéressant pour les questions de médiation active. Mais en tout cas, dans tous les cas, on voit bien à travers ces trois premiers éléments qu'on a vraiment un indice du fait que les stratégies qui accentuent la relation à l'entreprise, pour avoir une enveloppe un peu globale, on n'est pas toujours dans la médiation active, hein, dans les exemples que j'ai cités, mais en tout cas, les stratégies qui accentuent la relation à l'entreprise sont payantes
pour les bénéficiaires et les personnes, quoi. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Solveig. Merci à tous d'avoir respecté ce timing un peu pressé. Alors, juste, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Solveig, je ne l'ai pas fait, mais est-ce que vous pourriez juste dire en quelques mots ce qu'est l'IRES, hein, l'Institut de recherche économique et sociale? C'est une question… Pardon. L'IRES, c'est un institut de recherche qui est un statut d'association qui travaille, selon ses statuts, au service des organisations syndicales de salariés, c'est-à-dire qu'en pratique, on ne travaille pas directement sur des commandes, évidemment, syndicales, on travaille beaucoup sur des contrats publics, naturellement, mais on travaille sur des thèmes qui intéressent les organisations syndicales et donc, bien évidemment, toutes les questions d'accompagnement et d'insertion sont au cœur des travaux. Très bien, merci beaucoup. Alors, je commence tout de suite. On a une question d'Isabelle qui demande, alors c'est pour vous tous, Stéphanie, Sébastien, même Solveig, sur des retours d'expérience de personnes qui ne parlent pas, qui ne parlent pas bien français. Quels sont les leviers qu'on peut activer? Stéphanie, peut-être? Oui, alors en fait, il y a effectivement… Bon, déjà, dans le terme insertion, on explique dans la prise de contact que nous accompagnons des personnes en transition professionnelle et le fait que la personne ait un premier contact avec un employeur, hein, des fois, ça peut être même juste 1 heure suite à une prospection de contact avec un employeur, permet aussi ensuite à la CIP de s'appuyer sur une motivation pour aller assister aux ateliers de FLE. Voilà, après, dans une entreprise, il y a aussi des postes pour lesquels c'est moins pénalisant et c'est le recueil des besoins de l'entreprise qui nous permet peut-être d'identifier avec l'entreprise sur quel poste, dans un premier temps, la personne va pouvoir avoir cet apprentissage de la langue sans que ça pénalise immédiatement la réalisation du travail qui lui est confié. D'accord. Sébastien Hugo, dans une deuxième partie de la question, il y avait cette interrogation, quelle stratégie pour changer la vision parfois négative que les employeurs ont avec le mot insertion? Est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Je crois justement là, c'est un point très intéressant parce que je pense justement que cette méthodologie-là, la médiation active, permet de changer ce regard-là en ayant véritablement finalement le salarié, enfin en tout cas le bénéficiaire qui vient directement dans l'entreprise et qui va, et on va le voir en réel, on va le mettre dans des conditions de travail. Et donc, forcément, il va y avoir une perception qui est tout autre à ce moment-là. Je voulais revenir peut-être sur ce que disait Solveig Grimaud tout à l'heure, sur la définition du besoin des entreprises. C'est quelque chose en effet très important, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que l'offre et la demande ne se rencontrent pas forcément. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à recruter et qui n'y arrivent pas. C'est beaucoup du fait, en effet, d'une mauvaise définition de l'offre d'emploi, finalement. Et je pense que en cela, le programme Save Emploi est très intéressant, justement, pour recruter des personnes éloignées ou très éloignées de l'emploi, parce qu'on va avoir directement ces personnes, finalement, sur site. On va les confronter, finalement, à notre entreprise en direct. Et là, ça permet justement de les employer plus facilement et de définir exactement, finalement, ce dont on a besoin. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes de matching qui se mettent en place avec donc un lien finalement plus ou moins virtuel où on fait matcher les compétences d'une personne avec une offre. Je crois que ça vaut vraiment finalement et ça marche finalement assez bien pour des personnes qui vont être diplômées ou qui ont un certain niveau. Voilà, mais par contre, je pense que pour des personnes qui sont plus éloignées de l'emploi, qui sont peut-être aussi rétives au numérique, à l'outil numérique, à l'informatique, la méthode Save Emploi est quand même beaucoup plus adaptée que ce genre de plateforme-là, même si ça marche bien pour finalement des gens qui sont un peu plus diplômés. Et Solveig Grimaud, sur cette question des stratégies à mettre en œuvre pour essayer de contourner cette vision négative qu'ont les employeurs?
Oui, je pense que ça j'ai envie de répondre en abondant dans le sens de ce que M. Ago vient de dire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour déjouer les stratégies des employeurs, il faut les rencontrer. C'est vraiment le pari que pour que à la fois une offre se constitue dans de bonnes conditions et pour qu'une personne puisse faire la preuve de ses ressources plutôt que de la présenter en amont avec toutes ses difficultés parce qu'elle est en insertion, c'est vraiment le bénéfice de la rencontre et du lien absolument direct qu'il faut bien sûr préparer et équiper, hein, mais qui va lever l'ensemble des difficultés. C'est vraiment très frappant de voir ensuite des témoignages d'employeurs qui disent ah bah, j'aurais jamais pensé recruter cette personne, mais finalement bah, ça va tout à fait, quoi. Alors, une question aussi intéressante d'Alain qui dit souvent quand la SIAE se développe bien, les salariés ont parfois du mal à suivre en termes de montée en compétences. Est-ce qu'il y a des expériences d'accompagnement de montée en compétences? Stéphanie, peut-être, Stéphanie Gricourt, hein. Bah, disons qu'au sein des chantiers, il y a effectivement toujours un souhait de pouvoir autonomiser les personnes en confiant des missions. Voilà, si l'une a acquis un savoir en couture, par exemple, on va peut-être lui confier le fait de le partager déjà et d'endosser un petit rôle de formatrice l'espace de quelques temps, puis pareil en caisse. Et puis donc, oui, on est aussi là pour que sur un poste en insertion, on acquiert de plus en plus de polyvalence. Je voulais quand même revenir sur l'argument. Parce que, en fait, le partage d'un argument commun, quand on approche ces entreprises, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y en a un tout simple qui finalement change un peu la vision de tout le monde. Le fait de dire, voilà, nous accompagnons des personnes en transition professionnelle qui, figurez-vous, sont inscrits à Pôle emploi. Donc, ce sont des chômeurs inscrits à Pôle emploi qui travaillent 26 heures par semaine et qui, le reste du temps, sont accompagnés pour aller chercher un emploi durable. Déjà, l'entrepreneur, ça a quelque chose de rassurant. Il se dit, tiens, la personne est inscrite à Pôle emploi, elle travaille, elle se projette sur sa transition professionnelle. Déjà, tout de suite, le regard devient beaucoup plus confiant. J'essaie de parler un peu au nom d'autres directeurs dans ce que j'ai entendu lors de notre journée nationale, c'est que certains ont expliqué que c'est vrai que parmi nos salariés en parcours d'insertion, il y a une difficulté de projection. Que parfois, quand on leur demande ce qu'ils vont faire en quittant le chantier le soir, ils vont l'expliquer, ils vont chercher les enfants à l'école, mais la projection sur le long terme est parfois plus difficile. Et l'idée qu'en fait, on parte en prospection, comme le font d'autres initiatives complémentaires, notamment le rallye emploi, dans le 77, qui est un des dispositifs où il y a 15 jours de prospection, avec des gens sur le terrain dans les zones industrielles, avec une équipe de personnes qui les accompagnent, eh bien, le fait de s'approprier ce discours va et les aider à se projeter et aider l'employeur à avoir confiance dans cette idée qu'un chômeur est en train de préparer son coup d'après tout en travaillant sur un chantier et aussi aider l'équipe de permanents qui a le souci de la qualité d'accompagnement alors qu'on est très sollicité sur du développement et du quantitatif. Et c'est vrai que les encadrants, les CIP, autour toujours de cet argument et de ce discours commun d'approche, ont aussi voilà, envie de bien accompagner, envie d'avoir de meilleurs taux de sortie en emploi durable. Et le fait que le salarié capte ce discours, ça les aide aussi à… D'accord. Alors, est-ce que là, le temps, et on a plein de questions qui arrivent. Donc, en fait, j'ai une question pour vous, Sébastien Ago, d'Isabelle, et puis il y en a une autre, peut-être que je vous les livre les deux, et puis vous nous direz qui peut répondre. Pensez-vous que la situation sociale et économique liée au Covid va diminuer les besoins en salariés peu diplômés? C'est une vraie inquiétude. Et la question qui suit, c'est de l'association Espace. Est-ce qu'une campagne nationale de communication développant les avantages offerts aux entreprises par l'intermédiation des SIAE pour leur recrutement ne serait pas utile? Deux très bonnes questions. Sébastien Ago. Sur le besoin en salarié, sur le besoin en salarié peu diplômé, on sait très bien que de toute façon, dès qu'il y a une crise économique qui se profile, ce sont toujours en premier lieu les personnes peu diplômées qui en font les premières, les frais, hein. Donc là, il n'y a pas trop de suspense, hein. De toute façon, c'est toujours un peu le cas. Donc c'est pour ça aussi qu'on met l'accent, en tout cas au niveau de l'État, sur un certain nombre de dispositifs qui répondent en tout cas aux besoins de ces personnes-là et notamment aux besoins
en formation. Maintenant, il y a aussi des besoins en production, peut-être qui se sont accrus avec la crise du Covid, hein. Je pense notamment à des relocalisations qui se font petit à petit, et on va avoir peut-être aussi plus de besoins en production. Donc, peut-être aussi qu'il y aura un marché là à prendre pour les personnes peu diplômées. Mais bon, je pense en effet que de toute façon, les peu diplômés seront bien sûr les plus touchés en premier lieu, hein. D'accord. Et sur l'idée d'une campagne nationale, est-ce que ça vous paraît pertinent? D'une campagne nationale, excusez-moi, là, Pardon, j'ai une pas- campagne nationale de communication pour développer, c'était la dernière question, les avantages offerts aux entreprises et par l'intermédiation des SIAE. Est-ce que pour vous, il faut davantage communiquer? La communication, oui, on sait que c'est un peu le nerf de la guerre, en tout cas aujourd'hui. Donc, c'est important de communiquer, mais la communication, je pense qu'elle se fait aussi, on va dire, dans le réel. C'est-à-dire, il faut vraiment donner à voir aux entreprises ce que peut apporter le programme Bassin d'emploi. Donc, c'est aussi un peu, comme on l'a dit au cours de ce webinaire, c'est-à-dire du démarchage, du porte-à-porte. D'aller voir, pour les SIAE, d'aller voir les entreprises pour tisser des liens. Donc, en cela, je pense que c'est aussi le programme Sam Emploi peut apporter des choses. Et c'est aussi là la manière de communiquer, en tout cas pour les SIAE. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer on espère, cette campagne de communication sur la médiation active. Et bah, écoutez, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette conférence en Zoom.